je m'appelle Charlotte Stevenson. Je sais pas si mon famille vous dit de quoi. J'ai un de mes ancêtres, là, un arrière-grand-père, c'était un auteur, aussi essayiste, écossais. Dans le fond, c'était Robert Louis Stevenson. Il est né le 13 novembre en 1850, puis malheureusement décédé en 1894. De ce que j'ai entendu de génération en génération, ben dans le fond ce que mes parents m'auraient dit, sa mère à lui, elle avait beaucoup de problèmes de santé. Comme c'est dommage. Oh, qui je suis, moi? Eh bien, plusieurs personnes me nomment double maléfique, alter ego, mais pour ma part, je préfère qu'on m'appelle une ombre, votre ombre, celle qui vous colle à la peau et dont vous ne pouvez vous soustraire. Mais il a quand même été fréquenter l'Académie d'Édimbourg. Puis il a été à l'université à 17 ans pour ensuite étudier la profession familiale, celle de l'ingénieur de fort. Depuis qu'il était très jeune, il était atteint de tuberculose. Cela l'a emmené à voyager et à déménager souvent pour trouver un climat plus propice à sa guérison. Alors qu'il était en voyage à Grèce, il rencontre Fanny Osborne, une jeune artiste américaine dont il tombe follement amoureux. Cette dernière est la maman de 2 enfants et est encore mariée. Après 2 ans, elle retourne en Californie. En 1879, Robert part la rejoindre mais tombe gravement malade l'année suivante et manque mourir d'une pneumonie. Fanny restera à son chevet et l'aidera dans sa guérison. Ils finissent par se marier le 19 mai 1880. Finalement, Robert part en 1890 pour Velima, dans les îles Samoa, où il passera le reste de ses jours. Il est enterré au sommet du mont Vaea comme il l'avait souhaité. Il a toujours manifesté un désir de l'écriture. Puis dès son adolescence, il s'est mis à écrire, puis il s'inspirait des Covenanters. Ce sont en fait des Écossais qui auraient fait des écrits sur leur version du presbytérisme au XVIIe siècle. Puis tout ça, ça le conduit à écrire son premier ouvrage, imprimé, The Pentland Rising. Et surtout, son histoire, L'étrange cas du Dr. Jekyll and Mr. Hyde, sorti en 1886. Le roman de 142 pages a été adapté à plusieurs reprises, autant dans le cinéma, la musique, le théâtre, les bandes dessinées et les jeux vidéo. Le nom du personnage, Hyde, qui signifie en français « cache », serait utilisé pour faire un jeu de mots dans l'expression « hide and seek », qui signifie « cache-cache ». De plus, pour Jekyll, on peut séparer le mot en deux, qui donne « je kill » pour « je tue ». C'était plutôt obvious, mon cher Watson. L'histoire se passe à Londres dans les années 1800. Depuis quelques semaines, durant la nuit, dans les rues de Londres, il y a plusieurs meurtres. Les gens se posent des questions. Qui pourrait faire ces meurtres? En fait, on trouve un suspect. Il s'agit de Mr. Hyde, un homme difforme et hideux. Ce dernier disparaît mystérieusement et cela pousse l'avocat Utterson à enquêter sur l'affaire. De plus, son ami, le Dr. Jekyll, disparaît aussi mystérieusement. Tout au long du roman, on cherchera à savoir la vérité sur l'identité de Mr. Hyde et du lien qu'il a avec le Dr. Jekyll. Ah, le 19e siècle. Ère de la révolution industrielle et des avancées technologiques. Il en va de même pour la médecine, notamment en ce qui concerne le domaine des drogues et tout ce qui touche la psychologie. Il faut savoir qu'à l'époque, la consommation de drogue était tout à fait légale. À petite dose, ce n'était pas considéré comme étant nuisible. On pouvait même en retrouver dans certains médicaments et certaines prescriptions étaient à base de drogue, justement. Et ça pouvait être une petite solution miracle. Mais ça, c'était avant, bien entendu. Avec la révolution industrielle, cela a emmené à la standardisation et la généralisation des drogues pour en faire des produits plus facilement obtenables et accessibles au grand public, et ce, à un prix réduit. Leur popularité s'est vue alors augmenter. En Angleterre, ce qui avait la cote, c'était surtout le gin et l'éther, et du côté de la France, on avait plutôt les alcools et les tabacs chauds. Les pharmacies n'avaient pas besoin d'aucun texte pour leur donner l'autorisation de vendre ces produits-là, de même qu'ils n'avaient pas besoin d'aucune prescription pour en acheter. Des substances comme l'éther, qui étaient principalement utilisées comme anesthésiant, s'est peu à peu changé comme étant un produit qu'on utilisait et qu'on consommait à des fins récréatives, dans des soirées, avec nos amis, avec des gens
de la noblesse pour un peu se la péter et bien planer au-dessus du vide. Eh bien, c'est une drogue, vous me direz. Et ça va emmener une consternation de la population quand ils vont savoir ça, mais aussi des journalistes, et ça va faire un très grand bruit à l'époque. De quoi rameuter les foules dans les journaux, etc. Il est aussi bon de souligner que l'éther est un produit extrêmement toxique pour le corps, vous vous en doutez, et qui a des impacts sur le cerveau et sur les arcs réflexes de la moelle épinière. Donc si cela est atteint, eh bien ça peut causer de graves problèmes, et dans le pire des cas, eh bien c'est la mort tout simplement. Bien entendu, il y a aussi des dépendances, autant physiques que psychologiques, vous vous en doutez. Ce n'est pas nouveau pour personne. L'une des premières drogues à être considérée comme telle est l'alcool. Pour le professeur Magnus Oss, dans la nosographie médicale, l'alcoolisme chronique est une intoxication progressive du sang par l'alcool. De cela découlent diverses maladies qui touchent le domaine de la psychiatrie. Parmi elles, on peut retrouver l'ivresse anomale de Garnier, délirium tremens fébrile de Magnam et le syndrome de Korsakoff en 1889. Tout cela contribue à former la notion de folie alcoolique et de placer l'alcool en haut de l'échelle des toxicomanies. Plusieurs historiens voient en l'alcool comme étant un fléau qui a été présent tout au long du 19e siècle. En effet, les nombreux problèmes politiques et sociaux de l'époque, notamment des émeutes et des grèves qui ont été provoquées par la division des classes que la révolution industrielle avait accentuée, avait besoin d'un bouc émissaire. Et qui de mieux que l'alcool pour porter le chapeau, puisqu'il il provoquait des effets un peu déstabilisants chez la personne et chez l'individu. Et manque de bol, eh bien, c'était justement les ouvriers, ces personnes travailleuses qui travaillaient fort dans les usines et qui se faisaient exploiter, qui elles aussi ont porté le chapeau en fait. Comme quoi, le hasard fait bien les choses, non? Outre le domaine des drogues, comme j'ai dit un peu plus tôt, il y a aussi le domaine de la psychiatrie qui a aussi connu un essor durant le 19e siècle. Comme quoi, ironiquement, ou peut-être pas tant que ça, l'un ne va pas sans l'autre. L'industrialisation et la croissance démographique qui l'accompagne ont fait en sorte que plusieurs asiles ont été nouvellement construits, et ça un peu partout en Europe de l'Ouest. Dans ce dernier, on y trouve des personnes jugés comme étant fous par la population ou comme étant très différents et qui n'auraient pas toute leur tête. Rapidement, ces asylums deviennent surpeuplés de patients souffrant d'un curieux mélange entre maladies mentales et problèmes socio-économiques. Il faut savoir que cette histoire est à l'origine d'un cauchemar. En effet, Stevenson souffrait de terreurs nocturnes depuis qu'il était tout jeune et cela le poursuivit jusqu'à sa vie adulte. Une nuit, sa femme, l'entendant crier dans son sommeil, décida de le réveiller. Alors qu'on pourrait s'attendre à un remerciement de sa part, ce n'est pas le cas. Il fait plutôt part de son mécontentement, puisqu'il était en train de faire un des rêves les plus intéressants. Dans ce cauchemar, il assistait à une métamorphose d'un homme difforme. Et c'est ainsi que l'histoire du Dr. Jekyll et Mr. Hyde est née. Le roman parle principalement du bien et du mal, celui qui existe en chacun de nous. Ces mêmes notions prendront un visage en les deux personnages principaux. Stevenson a voulu montrer l'extrême finalité et possibilité de diviser une âme en deux, en enlevant le bien du mal et le mal du bien pour en faire deux êtres distincts et autonomes. Bien qu'expert du double jeu, je n'étais en rien un hypocrite. Chacune de mes deux facettes était vraiment authentique. Je n'étais pas plus moi-même lorsque je libérais de toute entrave pour plonger dans l'abjection que lorsque je travaillais au grand jour et avec acharnement à l'avancement des connaissances ou au soulagement du chagrin et des souffrances. Cet extrait illustre bien cette division. Aux yeux du docteur Jekyll, en fin de sa conscience, il est autant le gentil docteur que tout le monde voit que le monstre assoiffé de sang qu'il devient la nuit tombée. Ces deux personnalités sont réelles pour lui. Alors qu'ils sont supposés être deux côtés de même pièce, Jekyll en a décidé autrement. Pour lui, l'existence de Hyde n'est pas due à une maladie mentale quelconque. Donc, à ses yeux, son existence ne révèle pas du mensonge ou de l'hypocrisie. Il est réel. Pourtant, pour le lecteur, ces deux personnages ne sont en fait qu'une seule et même personne.
Deux personnalités diamétralement opposées partageant le même corps. Une dualité qui montre les conséquences d'une question que Stevenson pose au lecteur. Qu'arriverait-il si l'homme était divisé d'une manière manichéenne et serions-nous prêts à faire le pas pour voir le résultat de cette division? Cette dualité revient tout au long de l'histoire. Elle met en opposition deux choses fondamentalement proches, le bien et le mal, le fou et le génie, l'homme et le monstre. De plus, ce roman peut pousser certains lecteurs à se poser des questions et à s'interroger sur les progrès de la science. Comme dit un peu plus tôt, il y a eu, pendant la deuxième moitié du 18e siècle, une avancée technologique qui a révolutionné le domaine scientifique et médical. Alors, il était tout à fait normal de fantasmer sur des choses qui étaient médicalement impossibles à l'époque. Vous me direz que c'est à peu près la même chose aujourd'hui encore, mais c'était encore plus le cas pendant le 18e siècle. Même si l'aspect scientifique ici frôle plus le surnaturel, Stevenson propose quelque chose avec sa potion qui divise l'âme. Une avancée scientifique qui permet à un homme d'être parfaitement pur et de se détacher de toutes ses pulsions malsaines et ses désirs les plus mauvais. Et cela en les personnifiant dans la réalité. L'homme est toujours double. Aujourd'hui encore, c'est tout ce que je peux dire sur ce sujet. D'autres me relaieront, me dépasseront dans l'exploration de ce domaine. Et j'ose presque affirmer que, plus tard, on ira plus loin. On démontrera que l'homme est finalement une synthèse de nombreux individus, tous différents et indépendants les uns des autres. Cet extrait dépeint la vie de Jekyll concernant l'expérience qu'il a faite sur lui-même. Il arrive à affirmer son hypothèse concernant la dualité de l'homme et expose même l'idée et la certitude que d'autres scientifiques feront la même chose que lui. D'autres tenteront de décortiquer et de décrypter l'âme humaine et toutes les complexités qui la composent. Même mieux, ces futurs chercheurs feront mieux que lui et parviendront à une réponse bien plus claire et plus satisfaisante que la sienne. Même si ces paroles sont celles du docteur, on peut toutefois supposer que l'auteur derrière en pensait tout autant. Croire en un individu composé de multitudes de facettes qui seront elles-mêmes tout autant uniques les unes des autres. Et on n'a qu'à regarder ce qu'il se fait aujourd'hui. Nous repoussons de plus en plus les limites de l'impossible et rêvons d'un futur qui ne viendra peut-être jamais. L'homme n'a jamais été aussi angoissé et curieux de la nature de son existence et de lui-même. Et malgré les années qui se sont écoulées, la plupart des questions qu'il s'est toujours posées sont encore sans réponse. Et ce, même s'il y a eu une expansion et une évolution dans le domaine médical, scientifique et psychologique. Encore aujourd'hui, l'être humain recèle plein de mystères qui n'attendent qu'à être résolus. Les avancées avancent à grands pas et qui sait ce que l'avenir réserve à l'humanité. Enfin, d'ici là, santé!